Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette salle plénière pour cette conférence. Je m'appelle David Bérard. Je vais avoir le plaisir d'être le modérateur pendant 1 heure exactement, 40 à 45 minutes de présentation, d'interview et puis un quart d'heure ensuite de questions-réponses où des micros seront à votre disposition dans la salle. Intelligence artificielle et renseignement, c'est la thématique sur laquelle on va ensemble travailler. Je vais vous présenter les intervenants qui sont à côté de moi. Général de division Casala, vous êtes le chef d'état-major de la DRM. Je laisse prendre le micro tour à tour pour un complément peut-être de présentation. Bonjour mon général. Bonjour à tous, oui, donc Général Casala, je suis le chef d'état-major, donc le secrétaire général de la direction du renseignement militaire et j'ai été en charge depuis moins de 3 ans maintenant de la transformation de la direction, tant sur le volet organisationnel que numérique qui nous intéresse aujourd'hui. Renaud Alioux, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. L'entreprise s'appelle Prégilence. Tout le monde ou presque doit vous connaître. Donc Renaud Alioux, je suis un des 2 cofondateurs avec mon associé Arnaud de Préligence. Préligence, nous travaillons sur de l'IA pour du renseignement et de la défense, avec une spécialisation d'abord sur l'imagerie satellite, et puis on commence à travailler aussi sur d'autres choses, on pourra peut-être en parler. Anthony Larue, bonjour. Oui, bonjour à tous, je suis au sein de Thales, responsable de Data IA pour une entité de Thales, et notamment avec des produits sur le renseignement image et renseignement électromagnétique. Et Victor Chomel, bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, je suis sur la partie IA et des informations, sachant que peut-être que certains dans la salle ne connaissent pas Storyzy. On est une start-up, on est à peu près une 50aine de personnes et on va travailler sur la lutte contre la désinformation aujourd'hui. Je vais vous demander un petit service. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de retour sur la scène? Parce qu'on n'a pas du tout de son sur scène et c'est très difficile pour s'entendre les uns les autres. Pardonnez-nous pour ce petit réglage. On est en train d'essayer d'avoir un petit peu plus, s'il vous plaît, de son sur la scène pour que nos intervenants puissent s'entendre. Bon, en général, on va commencer avec vous. Un tout petit peu de pédagogie sur les objectifs stratégiques du renseignement très rapidement. Alors sur la partie renseignement, renseigner c'est forcément collecter un paquet d'informations qu'on assemble ensemble pour produire du renseignement, car le renseignement n'existe pas, vous le savez, à l'état brut. Et on brasse effectivement énormément de données pour arriver à produire ce renseignement. Et je dirais qu'aujourd'hui, forcément, l'impact du numérique et de l'IA est indispensable pour être capable de produire ce renseignement. On affronte, comme tout le monde en fait, ce fameux mur de la donnée qui s'impose à nous dans des volumes assez importants. Vous savez que dans les armées, on parle pas mal de cinétique. La cinétique, c'est la masse par la vitesse. Donc on le voit bien sur les effets physiques des munitions et des armes. Mais aujourd'hui, il faut vraiment considérer le numérique comme un effet cinétique comme les autres. D'une part, parce que la donnée est en volume croissant énorme et que ça va très vite. Et quand on multiplie cette masse de données par sa vitesse, on arrive à des effets cinétiques qui peuvent être aussi, je dirais, impactants que des effets cinétiques de masse physique. Voilà, donc en fait, cette transformation de la DRM, elle a constitué, si vous voulez, à réduire globalement notre volume de base de données, à réduire un peu nos réseaux, et puis à centraliser nos données, de manière à pouvoir les traiter avec des moteurs d'intelligence artificielle pour les croiser plus facilement en multi-int, en données hétérogènes. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend globalement de l'IA pour terminer rapidement? D'une part, c'est que par rapport à un analyste, on va aller beaucoup plus vite dans les traitements automatisés. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on est à la limite de l'IA, mais quelque part, c'est important. Et le deuxième point, c'est qu'on n'attend pas forcément de prédiction. Ça peut arriver. Mais c'est surtout qu'on va pouvoir aller chercher, grâce à l'IA, là où on ne pensait pas trouver. Je pense que c'est ça le point clé. C'est que l'analyste, il a un biais, il va chercher où il pense trouver. Grâce à l'IA, on peut chercher partout et trouver de nouvelles connexions. Et c'est l'apport, pour nous, le plus significatif. La transparence du champ de bataille, par exemple? Alors, transparence ou fausse transparence aujourd'hui, parce que si l'IA nous permet plus de transparence, l'IA employée par l'adversaire vient aussi troubler le jeu. Et effectivement, on y reviendra sûrement, mais être capable de trier le bon grain de livret, le vrai du faux, est aussi un enjeu pour lequel l'IA peut nous aider. On a parlé de la vitesse. On a parlé de profondeur aussi. On raccourcit une partie de la boucle de traitement du renseignement grâce à l'IA?
Alors évidemment, le renseignement, vous savez, qui précède l'action. Donc effectivement, à partir du moment où on a un renseignement qui va vite, il faut que la boucle qui va permettre de désigner un effecteur pour traiter un objectif aille au moins aussi vite. Et on voit un peu les similitudes de l'apport de l'IA et des systèmes d'information et de communication qui sont extrêmement liés à tout ça. Et c'est bien ce triptyque qui permet la réalisation de la collecte du renseignement, de l'analyse, la compréhension et l'action. Vous savez que le chef d'état-major des armées parle souvent de gagner la guerre avant la guerre. Pour cela, il faut agir à temps. Pour agir à temps, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut de la connaissance. Et pour avoir de la connaissance, il faut être renseigné. Et c'est là-dessus que part le départ, du cycle qui permet l'action. On intègre aussi la dimension multimilieu, multichamp plus facilement avec l'IA, plus rapidement aussi, plus efficacement. Alors voilà, vous savez qu'aujourd'hui, on prend des données d'origine image, d'origine électromagnétique, d'origine humaine, d'origine cyber, dont Internet, et puis d'origine partenariale. À ne pas oublier, gisement assez important. Et que l'IA, c'est aussi la capacité de croiser toutes ces données ensemble, ce qu'on va retrouver après dans l'application du traitement d'objectifs, d'être capable de traiter ces données qui sont sur des formats totalement hétérogènes au départ. Et donc, ça souligne effectivement un immense travail qui est vraiment corollaire à celui de l'application de l'intelligence artificielle, c'est le traitement des données. Parce que pour que le moteur IA puisse fonctionner, il faut évidemment que vos données soient sur un format compatible, même si elles sont hétérogènes. Et ce travail, c'est un travail assez colossal pour lequel l'IA nous aide un peu également, mais sur lequel, je dirais, le manpower humain est aussi assez important. L'explicabilité de la donnée, c'est aussi un chantier. Je ne sais pas si Victor Chomel, si vous voulez nous en parler. Oui, tout à fait. Je pense que notamment, pour rebondir ce que vous disiez, l'idée principale derrière ça, c'est que si on veut automatiser, il faut arriver à remettre l'humain dans la boucle. Et l'une des meilleures manières de remettre l'humain dans la boucle, c'est notamment par l'explicabilité de l'IA. Je vous donne un exemple rapide auquel on est confronté dans la lutte contre la désinformation chez Storyzy. Aujourd'hui, on va avoir un vrai travail sur les sources, être capable de labelliser et catégoriser des sources de désinformation. Certaines sources sont évidentes, on va avoir des médias de propagande, mais en fait, aujourd'hui, on a des sources qui sont de plus en plus fines. On ne peut pas se permettre de labelliser comme des informations de manière automatique des sources que personne n'a vues. Mais ce passage à l'échelle, notamment pour raccourcir la prise de décision, va poser question. Comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va intégrer une IA explicable et responsable, c'est-à-dire qui est capable de proposer une solution au traitant au bon moment. Donc c'est justement cette manière-là qu'on a qui va permettre de justement intégrer dans le processus de décision cette question des données. Mais j'aimerais bien rebondir sur un second point que vous avez dit, qui est la question de l'hétérogénéité des données. Ça, c'est quelque chose qui est clé aujourd'hui pour nous. Et une manière d'aborder le problème, ça va être celui de l'ontologie commune. Il faut avoir des acteurs et des personnes qui sont capables, en même temps, de discuter de la même manière. Et ça va passer par des frameworks, je pense par exemple à Disarm dans le domaine informationnel. À quel point c'est un changement de paradigme pour vous dans votre métier en général? En fait, c'est un changement vital, quelque part. Si on n'est pas capable de traiter toutes ces données dans 2 ou 3 ans, on est hors jeu. Et on est hors jeu, en fait, dans ce monde du numérique. On peut être mort, je dirais, quelques années avant, voire 10 ans avant, sans s'en rendre compte sur le moment. Mais si on a raté le virage, pour rattraper, je dirais, reconstruire un système, c'est des délais incroyables. Donc effectivement, je pense qu'il faut se tenir à jour, engager les bonnes réformes, et donc il faut une vraie stratégie, il faut une vraie vision, parce qu'on ne peut pas tellement se tromper dans ces programmes qui mettent du temps à se développer. Et sachant que la difficulté également, c'est que les choses, vous avez vu, avancent extrêmement vite. Là, on parle de numérique. La table de ronde à côté, je crois que c'est l'IA générative, c'est juste après, et on en parle déjà, et c'est même presque, ça brille plus quelque part. Mais on n'oublie pas qu'avant ça, il faut quand même qu'on ait la base et le socle pour arriver à ça. On a de nouveaux adversaires finalement, les chats GPT, les deepfakes aussi, Victor Chomel. Alors justement là-dessus, on a vu depuis à peu près 1 an une explosion des IA génératives. Pour vous donner à peu près un ordre de grandeur sur les images, en 1 an, depuis la démocratisation des IA génératives, on a autant d'images qui ont été générées qu'en 150 ans de photographie. Donc ça vous donne une idée des masses de données qu'on doit traiter. Donc face à ça, évidemment, une réponse est l'automatisation de la détection, mais ce n'est pas forcément la seule. Une autre solution, ça peut être par exemple de faire le pas de côté en s'intéressant peut-être moins au contenu, mais beaucoup plus au contexte, pour avoir une approche qui va justement inclure à la fois les acteurs, les stratégies et les contenus.
On parlait de vitesse en général tout à l'heure. La vitesse, elle aussi dans les investissements qu'il faut continuer pour pouvoir être à la pointe. Ah, oui, évidemment, hein, c'est effectivement une action. Enfin, il faut des hommes derrière, il faut une stratégie, mais il faut aussi de l'argent, effectivement. Donc notre loi de programmation militaire nous permet de remplir en tout cas les objectifs sur un peu le package de tout ce qui est renseignement, sachant qu'il est partagé bien sûr entre la DRM et puis ce qu'on appelle la FIR, hein, la fonction interarmée du renseignement, qui sont toutes les unités de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, des opérations spéciales, du commandement du cyber et de l'espace, qui, je dirais, elles aussi ont leurs unités de renseignement, leurs outils, et que la DRM gouverne pour une grande partie de la recherche et du partage des tâches. Anthony Larue, je voudrais qu'on balaye avec vous quelques challenges techniques pour l'IA dans le domaine du renseignement. Tout d'abord, d'ordre technique, où est-ce qu'on en est? On est à maturité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans le renseignement, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est surtout la détection et la reconnaissance et potentiellement jusqu'à l'identification, que ce soit dans des images, mais aussi dans des signaux pour tout ce qui est électromagnétique. Donc c'est effectivement aujourd'hui, on se repose sur les technologies majoritairement de deep learning. C'est des technologies aujourd'hui qui sont quand même très matures. Après, je pense que Renaud pourra compléter assez largement. Donc c'est des technologies qui sont aujourd'hui assez matures sur des cas d'usage pour détecter certaines cibles, etc. En fait, après, l'enjeu, ça va être de ne pas remplacer. Vous avez parlé de murs de la donnée, des images, des signaux. Mais il ne faut pas non plus qu'on remplace au final un mur de signaux d'images par au final un mur de détection. C'est-à-dire qu'au final, c'est des systèmes, c'est des algorithmes qui génèrent beaucoup de détections potentiellement. Donc au final, il faut aussi quand même qu'on gère ça de façon intelligente. Et donc il faut l'intégrer dans un système. C'est vraiment un équipier en fait au final pour l'analyste, pour le photo-interprète, pour l'interprète en tout cas. Et ça, c'est vraiment important de voir comment au final organiser au final le travail on va dire du spécialiste assisté par l'IA de façon intelligente pour pas qu'il se retrouve effectivement submergé et vraiment aider et pas submergé, quoi. Renaud Alioux, je vous laisse la parole sur l'infrastructure. Ça change beaucoup de choses aussi au niveau infrastructure. Il faut s'adapter. Alors il faut s'adapter et comme ça a été dit, les technos sont à la fois matures en termes, on va dire, scientifiques, c'est des choses qui existent depuis quelques temps. La mise en œuvre d'ingénierie, la performance reste toujours un challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours pas facile, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, comment dire, je sais pas, récupérer des images de voitures autonomes sur Internet et essayer de détecter les piétons dedans et de les classifier et de le faire à 99,9%, vous allez vraiment lutter. C'est encore très très dur. Et c'est aussi très dur à mettre en œuvre puisque ça recoupe tous les sujets justement de big data, de volume de données, de temps de traitement. C'est-à-dire que nous, quand on va déployer nos systèmes, des fois, les GPU, les serveurs qu'on a besoin pour faire tourner, c'est pas toujours des choses qui sont habituées d'être mises en œuvre par les unités. C'est plutôt des choses qui sont mises en œuvre par des fournisseurs cloud ou des laboratoires de recherche. Donc on reste à la fois dans quelque chose qui, on va dire, atteint la maturité, atteint justement les problématiques d'ingénierie. On n'est plus dans la problématique scientifique, par contre on reste dans de la vraie ingénierie, surtout quand on parle dans les problématiques renseignement, c'est-à-dire qu'on est dans du on-prem, on est déconnecté d'Internet, on n'a pas accès à des fournisseurs cloud, etc. On est des fois dans de l'embarqué ou dans des systèmes qui peuvent être proches du combat, donc où il n'y a pas non plus toujours illimité de place, illimité de power, etc. Donc on reste dans des sujets assez pointus. Et je trouve que c'est ça qui rend le truc intéressant, puisqu'on est vraiment dans... Aujourd'hui, on voit le changement d'échelle. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans... On n'est plus dans le POC, on n'est plus dans le jouet, c'est maintenant on nous demande de passer à l'échelle, on nous demande de passer à maturité, on nous demande de vraiment avoir une plus-value opérationnelle. Et c'est là où les challenges d'ingénierie, je pense que je vais pas... les personnes de Thales connaissent ça du bout des doigts. C'est là où ça devient presque le plus difficile. Et je voulais aussi rebondir un peu sur l'IA générative. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, on voit l'IA générative plus. Tout le monde se dit c'est le nouveau truc. Nous, on le voit plutôt comme quelque chose en plus. C'est-à-dire que l'IA générative ne va pas remplacer l'IA classique. ChatGPT, vous voyez que ça fait des choses très bien. Il y a des choses que ça ne fait pas du tout. Si vous avez besoin de détecter des fractures sur la radiographie,
ChatGPT peut le faire un peu, mais de manière assez peu précise. Si vous avez besoin de résumer un texte en français, là, il le fera largement assez bien. Donc je pense que c'est des outils en plus qu'en tant qu'ingénieur et en tant qu'utilisateur, on doit intégrer en plus. Ce n'est pas l'un va remplacer l'autre, c'est à chaque fois des outils en plus qui vont aider à synthétiser, à aider, quoi. Oui, un mot sur l'IA générative. Effectivement, ChatGPT, tout le monde comprend assez facilement ce que ça peut faire et l'utilité qu'on peut en avoir. Mais effectivement, pour rejoindre ce qui a été dit, il faut une sacrée base derrière. En fait, sur le renseignement, l'IA générative, elle peut à la fois nous aider, elle va nous aider, mais elle va aussi nous compliquer sérieusement la vie. Je m'explique. Sur la partie qui va nous aider, c'est-à-dire qu'avec des bases de données qui sont propres, des corpus des algorithmes, des corpus d'entraînement qui vont nous permettre de bien, je dirais, calibrer ce qu'on veut faire, on va pouvoir demain sûrement interroger automatiquement certaines de nos bases pour des réponses plus ou moins simples. Ça, on peut l'envisager. On n'y est pas encore, mais on peut l'envisager. Mais parallèlement à ça, on sait que le contenu des sources ouvertes d'Internet, normalement, quel que soit le niveau, va être demain aussi pollué par des contenus autogénérés de textes, d'images, on en a parlé. Et ça va nous complexifier la tâche sur ce gisement en particulier, parce qu'il faudra être capable de regarder ce qui est vrai parce que c'est recoupé ou ce qui ne l'est pas. Et dans la construction automatique, c'est encore plus complexe. Là-dessus, l'IA peut aussi nous aider. Je pense que sur les images, aujourd'hui, on a quelques résultats pour trouver les images fake et plus facilement. On s'aperçoit que sur du texte, c'est beaucoup plus complexe. Et que ça sera un autre défi. Donc, à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui intéresse, il y a le pendant. Et moi, je trouve que depuis quelques années, ça accélère. Ça accélère et pour rester connecté et trouver sa stratégie, c'est plus difficile. D'où les méthodes agiles, je pense, qui voient le jour de plus en plus pour se déplacer en essayant d'être dans le plus juste, dans l'instant et un peu après. Mais les prévisions aujourd'hui à plus de 2 ans ou même à plus de 6 mois pour certains, dans le renseignement, c'est extrêmement compliqué. Quelle est la place de l'homme aujourd'hui dans l'IA en général ? Il faut absolument qu'il reste au centre. Je pense qu'aujourd'hui, il l'est. Et aujourd'hui, on voit bien que dans toute la boucle renseignement, mais derrière dans l'action, qui va derrière dans la décision de l'action. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je pense que si on doit définir l'intelligence, pour moi en tout cas, c'est la capacité de pouvoir choisir. Or, l'IA, elle va comparer plein de choses, faire des choix logiques, mais sur des logiques, je dirais, mathématiques, pas sur une logique d'intelligence profonde, dans une capacité d'intégrer plus de choses, et puis un poids humain, je dirais, de sentiments, de sensations, d'éthique, bien sûr, on pourra y revenir, qui me paraît essentiel et qui reste dans la main de l'homme, heureusement. Renaud Alluc. Pardon, si je peux réagir aussi, je pense que de la même manière qu'aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des analystes et des gens qui travaillent dans le renseignement sont formés et utilisent l'outil informatique. Je pense qu'aussi la place de l'homme va être de conduire de plus en plus, de conduire l'IA et de lui tenir la main. Et je pense que les analystes, à terme, peut-être pas dans 5 ans, parce que tout ça prend du temps, mais j'imagine que dans 20 ans ou 30 ans, tous les analystes de renseignement seront formés non pas à faire de l'IA, bien entendu, mais à utiliser l'IA, à éventuellement spécialiser des petits modèles ou des choses un peu flexibles qu'on aura pu fournir via, je sais pas, des fondations ou des choses comme ça. Quand on parle de langage, de modèles de langage, faire du prompting, etc. Et je pense que ça va être clé aussi en termes de compétences. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil comme l'informatique, comme la bureautique, comme par exemple certains capteurs, etc. Et je pense que les analystes de renseignement, ils vont être formés, ils vont être habitués aussi justement à travailler avec de l'IA et ils vont être au cœur de l'évolution de l'IA. Anthony Larue, et puis on parlera d'éthique, évidemment. Après, justement, pour compléter, en fait, effectivement, tout à l'heure, je parlais que l'IA, ça doit être au final une assistance en final à l'opérateur. C'est important aussi, en fait, au final, que l'opérateur en fait, soit acteur aussi de l'amélioration finale de l'IA. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va utiliser, par exemple, des détecteurs ou toute autre chose, soit capable au final d'identifier dans son travail au quotidien les situations justement où il n'a pas été satisfait de son assistant pour le faire progresser. C'est-à-dire qu'au final, c'est taguer les situations d'échec de l'IA, par exemple des objets qui n'ont pas été détectés, des signaux qui n'ont pas été détectés, mal classifiés, etc., pour pouvoir rentrer en fait dans une boucle en fait justement de mise à jour et d'adaptation des modèles, pas forcément par l'utilisateur final parce que je pense qu'on n'y est pas du tout. Je rejoins Renaud, mais effectivement il faut rentrer dans ce cycle-là. Tout à l'heure effectivement le général il parlait de vitesse et je pense qu'effectivement la vitesse c'est surtout la vitesse de déploiement
Et donc, du coup, effectivement, ces boucles de mise à jour des modèles, etc., tout ça, elles sont indispensables parce que les contextes d'emploi changent beaucoup, les cibles changent beaucoup, les terrains, au final, d'utilisation peuvent changer, les techniques de camouflage, de leurrage, etc., évoluent aussi rapidement. Donc, en fait, je pense qu'il faut plutôt essayer de déployer rapidement des intelligences artificielles, même si elles ne sont pas parfaites, ne pas attendre la perfection, et de travailler, en fait, pour pouvoir les entretenir et qu'elles progressent. Voilà. Victor Chomel. Juste en un mot, pour rebondir là-dessus, nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, il y a une vraie personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, la manière de remettre l'humain au cœur de tout ça, c'est de dire on a une personnalisation des outils, exactement ce que vous dites, le traitant ou l'utilisateur va pouvoir adapter ses outils, mais de manière adversariale, on a aussi des acteurs en face qui vont adapter leurs outils pour contre-attaquer, entre guillemets. Et justement, la question va être de quelle manière on est capable d'intégrer ces outils génératifs le plus rapidement possible en gardant cette personnalisation dans un sens et dans l'autre. Mon général, quel est le besoin de formation? Vous souhaitez peut-être intervenir suite à Victor et puis on parlera de formation nécessaire aussi. Oui, juste pour dire, en fait, nous, on le mesure aujourd'hui, puisqu'on met en œuvre les algorithmes de préligence chez nous. Donc, on mesure bien, partant de la méthode ancienne, où un interprétateur photo, un IP, aller sur toutes les images satellites, aller chercher ce qu'on pouvait reconnaître. Aujourd'hui, on automatise, donc on change les rôles, on change les formations. Et en fait, il faut retenir, à mon avis, il y a des formations d'abord à les continuer, parce que ça change tellement vite qu'il faut régulièrement remettre les gens à jour, remettre aussi nos cursus de formation. Et puis il y a aussi une partie de la formation qui concerne un peu les seniors, parce que c'est une tranche qui a connu l'informatique, même de ma jeunesse à moi aussi et de la vôtre, mais globalement qui n'est pas forcément aujourd'hui complètement dans ce monde numérique et IA. Et pour comprendre en gros nos programmes aujourd'hui, nos objectifs, nos stratégies, il faut vraiment y être. L'IA et l'espace, c'est le couple gagnant? En fait, l'espace est un milieu. En fait, non, moi j'ai l'espace, j'ai la terre, j'ai la mer, j'ai l'air, j'ai l'électromagnétique, j'ai l'informationnel. Donc j'ai tous les milieux, tous les champs finalement, et c'en est un parmi d'autres. Il est crucial pour nous puisque l'espace, c'est pour nous surtout l'image et l'électromagnétique à partir de satellites, pour la partie renseignement, et c'est un domaine majeur effectivement. Comment on peut combler ce déficit d'investissement face aux États-Unis, face à la Chine? Je ne sais pas si Anthony Larue souhaite s'exprimer là-dessus. Justement, je pense que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant sur l'aspect, on va dire, proximité. Enfin, au final, pour alimenter les IA, il faut beaucoup de données en général, etc. Là, en plus, on parle de données quand même assez spécialisées, souveraines, et potentiellement des données réelles, on en aura, mais pas non plus en très grande quantité. Donc il faut aussi travailler quand même sur de la simulation. Par exemple, en électromagnétique, on va avoir des signatures d'un certain nombre de signaux, mais effectivement, après, il faut avoir des moyens de simulation assez poussés pour pouvoir simuler plein de données avec tous les canaux, tous les bruits possibles, etc. Et en fait, du coup, moi, je pense qu'il faut effectivement avoir quelque chose de beaucoup plus intégré entre les différents acteurs de l'écosystème, qui soient effectivement DRM, start-up et grands groupes, pour justement pouvoir développer beaucoup plus vite les différentes solutions. Et je pense qu'un truc qui est important, c'est aujourd'hui, on n'imagine pas faire un programme d'armement ou un programme de renseignement sans, par exemple, de l'informatique ou de l'électronique ou du radar. Et c'est là la force de Thales d'être dans tous ces sujets, défense dans tous les programmes. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'IA dans tous les programmes et de manière significative. Et après, c'est ça aussi qui va permettre de faire monter des champions souverains. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, prendre le réflexe de toujours mettre de l'IA dans tous les programmes, que ce soit du renseignement, une frégate, un avion. On ne peut pas imaginer le SCAF sans IA, par exemple. On ne peut pas imaginer le SNLE 3G sans IA. Toutes ces plateformes sont d'ailleurs, pour le ramener, parce qu'on parle de combat, mais c'est aussi toutes des plateformes de renseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un programme majeur de militaire qui n'est pas une plateforme de renseignement. Scorpion, ça va être une plateforme de renseignement. Et donc, en fait, dans tous les programmes, il y a du renseignement, il faut qu'il y ait de l'IA, il faut qu'il y ait ce genre de choses.
Peut-être juste pour compléter, effectivement, c'est important de mettre de l'IA dans les programmes et une stratégie au final de collecte des données, de gestion de ces données et de droit d'usage des données, etc. Dès le début, pour effectivement, parce qu'au final, ce qu'on a vu, au final, ce qu'on a dit tous, c'est au final, les données, c'est quand même la partie la plus importante. Donc, finalement, il faut que la stratégie de données, des partages entre les différents acteurs soit donnée très tôt, quoi, en fait. Voilà. Général Casala. Oui, alors tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En fait, on a tous un devoir d'être, je dirais, informé de ce qui se fait côté États-Unis, côté Chine, puisqu'il y a effectivement de l'avance, hein, bien sûr, pour essayer de définir sa stratégie au mieux. Et derrière, effectivement, la prise en compte de l'IA pratiquement dans tous nos programmes, ce qui est déjà le cas. Après, dans chaque système, hein, moi je parle pour les armées ou pour le renseignement, il y a aussi un besoin de rationaliser tout ça, parce qu'en fait, quand on regarde la masse de ce qu'on peut nous proposer à la fin, que ce soit pour le traitement de données, les socles, les algorithmes, les corpus, il faut à un moment donné qu'on arrive à rationaliser et donc, avec les industriels, à centraliser un petit peu nos lignes d'opération, on va dire, sur des programmes qui peuvent accueillir différents modules ou différentes briques pour qu'on ait des ensembles cohérents. Et ça, c'est aussi un défi pour les armées, je pense, pour mon domaine, d'arriver à avoir cette cohérence et de faire adhérer en interarmée également les différentes armées sur des projets communs sur lesquels on pourra mettre plus de puissance, voilà, avec les industriels bien sûr derrière. Après, justement, aujourd'hui, tous les systèmes, en tout cas majoritairement logiciels, ils sont dans des architectures de plus en plus ouvertes et justement dans l'objectif d'intégrer différents services, notamment des services intelligence artificielle, pour pouvant provenir effectivement de Thales, mais aussi pour en provenir de tiers, puisqu'effectivement, on a de très nombreuses propositions, comme vous l'avez dit, venant de tout l'écosystème. Donc effectivement, par nature, les systèmes en fait maintenant sont conçus quand même, voilà, pour intégrer en fait des services en fait externes. Typiquement d'IA. Est-ce qu'on a toujours ce décalage entre l'investissement très fort qui a été fait sur le hard, sur les capteurs, et un investissement peut-être un petit peu plus faible sur le soft, sur l'analyse? Je vous laisse prendre la parole, Renaud. Je pense que oui, toujours, même si c'est pris en compte. Après, c'est normal que le hardware coûte plus cher. Moi, je viens du spatial à la base. Fabriquer un satellite, ça coûte très cher. Mais on le voit avec les modèles de fondation, par exemple, des choses comme ça, c'est quand même des choses qui peuvent aussi coûter cher, voire très cher. Et donc, il faut que on va dire, l'investissement soit à la hauteur. Qu'il y ait un décalage. Alors, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours un. J'essaye de trouver les mots. Je pense qu'on a la prise en compte de l'urgence. Tout le monde la comprend. Elle se répercute pas toujours dans le programmatique, je trouve. Tout le monde, si on demande, tout le monde voit qu'il y a une urgence. À vraiment monter en compétence fort vite sur l'IA. Je ne sais pas si c'est toujours, une fois que ça descend, qu'il y a la réalité du terrain. C'est pas toujours. Je sais pas si ça se voit toujours. C'est ça que je veux dire. On a toujours des besoins. Le renseignement, c'est infini finalement. Mais nos moyens, ils sont comptés et ils sont finis. Donc effectivement, il y a toujours des choix et des renoncements. Mais ce que je remarque par expérience, c'est que dès qu'on se lance dans des projets IA, on voit très rapidement où est le goulot d'étranglement. Et il peut être financier, il peut être sur la stratégie, il peut être sur les compétences également, et quelque part aussi sur la RH qui va derrière, parce que c'est finalement ça qui permet de faire avancer le projet dans le bon sens. Peut-être juste pour compléter, effectivement, comme l'a dit Renaud, les projets hardware coûtent forcément un peu plus cher. Mais en fait, au final, aussi un petit peu sur l'IA, on est passé par une phase où, au final, aussi, on a tendance à beaucoup saupoudrer, faire beaucoup de petits projets, puisqu'au final, on pouvait vite avoir un effet waouh avec des petits investissements. Et donc, effectivement, avec un nombre d'acteurs très, très conséquent. Et donc, en fait, effectivement, les gens pouvaient potentiellement avoir cette volonté-là de lancer beaucoup, beaucoup d'initiatives et en fait, sans forcément, à un moment donné, de focaliser. Et donc après, effectivement, on va forcément moins loin quand on mise sur beaucoup de pistes en parallèle, quoi. Voilà. Comment on peut faire de la France un champion de l'IA? Je vais peut-être laisser Victor Chomel, on vous a un petit peu moins entendu que les autres sur cette idée-là de faire de la France un champion de l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, la France a de nombreux atouts. L'un d'entre eux, c'est notamment la force de ses talents. Aujourd'hui, on a des systèmes de formation, que ce soit les grandes écoles ou les différents masters, qui permettent en gros de former
parmi les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle. Et je trouve que couplé, notamment avec la question des financements, ça amène ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un retour en France de tout un tas d'acteurs qui sont capables de jouer sur la scène internationale. Je pense ici à Hugging Face, je pense ici notamment à Mistral. On parlait notamment de financement hardware et de modèles de fondation. Bah voilà, Mistral est capable de lever 100 millions pour créer des modèles de fondation en France, à Paris. On a aussi récemment, par exemple, cette semaine, l'annonce de QType par Xavier Niel, etc. Donc aujourd'hui, en rassemblant au même endroit des acteurs et des talents, mais aussi un écosystème, je pense, de la recherche en lien avec l'industrie de défense, par exemple la branche défense et sécurité de l'INRIA, d'avoir un écosystème qui est extrêmement dynamique et donc de rentrer en compétition, même parfois malgré certains défauts de financement, avec des pays qui ont des forces de frappe qui sont parfois bien plus élevées que nous. Pour que tout cela bénéficie évidemment à nos armées et au renseignement, en général, il faut cette collaboration, cette excellente collaboration entre le privé et le public. Elle est clairement indispensable pour nous si on veut avoir, je dirais, la compréhension globale du sujet. Et en fait, les partenariats, ils sont aussi dimensionnants dans, je dirais, la capacité aussi à varier un petit peu les sources, de manière à ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier également, et à prendre les compétences là où elles sont. Et en fait, ça évolue aussi, très rapidement. On a des sujets d'innovation aussi qui vont accélérer toute cette recherche. J'avais noté dans la préparation qu'on avait faite la fonction C2, j'avais noté le SAR, le FMV, ce sont des envies et besoins d'innovation qui vont faire accélérer les choses. Anthony Larue, peut-être là-dessus ? Donc effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'image un peu au sens large. Après, effectivement, derrière, il y a beaucoup d'autres domaines en fait pour le renseignement. Effectivement, tout ce qui est l'analyse de vidéos, de drones, etc. Tout ça. Où aussi il y a un besoin fort en fait d'intégrer de l'IA. Donc il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur le sujet. Et après, effectivement, il y a d'autres types d'imagerie comme le SAR, qui sont en fait des techniques quand même d'imagerie qui ont aussi leur valeur ajoutée et dont le traitement en fait est quand même beaucoup plus complexe que les images type satellitaire, optique qu'on voit en fait majoritairement aujourd'hui. Vous l'avez un peu dit, mais Victor, Renaud, vous avez besoin de la commande publique pour encore accélérer les choses ? Alors nous, on a pas mal de commandes publiques. Je pense que pour rebondir, avant de répondre à ça, je vais rebondir. C'est vrai que sur nous, on croit beaucoup à la multimodularité, donc c'est pour ça qu'on travaille sur le SAR, c'est pour ça qu'on travaille la vidéo, c'est pour ça qu'on travaille sur deux choses. C'est que à la fin, ce que va vouloir l'utilisateur, c'est de l'information, et que ça vienne du SAR, de la vidéo, de l'image. À un moment, il va falloir que ce soit au même endroit, il va falloir se présenter dans la même plateforme. Je pense que c'est un enjeu de la plateforme Artemis, par exemple. Et il faudra que les acteurs qui traitent l'IA le traitent, chacun puisse apporter ses logiciels. Au niveau de la commande publique, on va dire, bien entendu, on a toujours besoin de la commande publique. Cette commande publique doit venir. En tant que petite boîte, on est maintenant 250-300, mais on a pas mal défriché. Je pense qu'on est une des premières start-up dans la défense à avoir défriché certains sujets de commande publique. Et je pense que on a réussi à faire, je pense, évoluer certaines choses. Je pense que plus que la commande, c'est vraiment, c'est vrai que c'est il y a le volume de la commande et il y a aussi la complexité, on en parle toujours, la complexité des marchés publics, etc., qui sont des fois difficiles pour des petites boîtes. Je pense que Storyzy pourra le confirmer. Et ça, on voit évoluer des choses, on voit que maintenant c'est pris en compte. C'est vrai que quand on est arrivé, nous on est monté sur le challenge DRM à l'époque, en 2019 je pense. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a gagné ça avec Thales, on s'est retrouvés tous un peu à se dire mais maintenant c'est quoi la suite ? Et il n'y avait pas obligatoirement la suite administrativement, c'est-à-dire au point de vue contrat, c'était difficile. C'était un concours d'innovation, c'est ça ? C'était un concours d'innovation en 2019. Et depuis, ça a quand même beaucoup évolué, et avec l'AID, avec l'agence numérique, il y a quand même des choses qui ont bien évolué, et je pense qu'il faut continuer dans cette direction, continuer à rendre plus dynamique et plus agile la commande publique, bien entendu en mettant les crédits qui vont avec, mais on voit que la LPM, il y a quand même une augmentation du budget renseignement, donc normalement les crédits sont censés être là. Justement, pour rebondir là-dessus, je pense que l'AID joue un vrai rôle.
notamment par exemple, voilà, pour nous, pour Storyzy, on travaille avec l'AID depuis 2015, ils nous font confiance depuis 2015 dans le cadre de différents projets de recherche. Je pense que notamment, pour rebondir, pour aller un peu au-delà que de la commande publique, il y a aussi une question d'usage et d'arriver à avoir des cycles très courts pour travailler avec des acteurs publics qui nous font remonter leur cas d'usage dans le cadre de commandes publiques pour être capable d'être au plus proche des besoins, notamment quand on doit développer des nouvelles briques technologiques qui, aujourd'hui, sont à l'état de l'art, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vraies solutions préexistantes sur le marché. Comment évolue le travail en commun entre vous? Parce que j'imagine qu'à certains moments, vous vous retrouvez avec des solutions dans le déploiement qui sont les unes à côté des autres. Comment vous arrivez à travailler tous ensemble? Anthony Larue. Justement, pour rebondir tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en fait, au final, tout ce qui est développé en IA, en fait, à un moment donné, il faut que ça se mette dans le quotidien des gens. Et le quotidien des gens, au final, c'est les systèmes qui sont déployés. Donc, en fait, effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte que dans les systèmes qui sont déjà en opération, qu'on puisse venir y mettre des add-ons intelligence artificielle. Donc, effectivement, on est plutôt aujourd'hui sur des stratégies, nous, finalement, typiquement d'intégrateurs, où on peut faire appel à des briques extérieures en standardisant au final, en fait, typiquement pour appeler des détecteurs images et au final pour pouvoir mettre un détecteur venant de différentes sources, voilà, de Préligence ou d'autres sociétés, pour que justement, en fonction des besoins, par exemple de la DRM, effectivement, qu'on puisse changer le détecteur en fonction des besoins. Voilà. On pourrait imaginer, Victor Chomel, d'avoir un add-on de chez vous, par exemple. Tout à fait. En fait, là justement, je pense que le mot-clé, c'est la question de la standardisation. La force de la commande publique va justement aujourd'hui être de donner un cadre commun, quels que soient les acteurs. Et justement, à partir de ce cadre commun, chacun des acteurs, enfin chacune des startups par exemple, sont capables de créer dans leur coin des outils qui vont pouvoir venir se plugger. Je pense justement sur cette question de la standardisation. En fait, aujourd'hui, il y a encore des domaines où elle reste à construire. Et je pense que les acteurs publics jouent tout à fait leur rôle là-dedans, de cette construction de la standardisation pour arriver vers ce qu'on a aujourd'hui, ce qui semble évident, par exemple, on a parlé du SCAF, on peut parler alors, pas forcément du F35 ici, mais d'avoir des bulles de données dans lesquelles on a un ensemble d'acteurs qui sont interopérables. Et ben, c'est ce vers quoi on doit converger ici, grâce, entre autres, à la commande publique. Avant de passer aux questions dans la salle, on a un tout petit peu abordé l'éthique tout à l'heure, mais en général. Alors l'éthique de l'intelligence artificielle, forcément, c'est une question qui se pose, parce qu'avec ça, on peut faire pas mal de choses, évidemment dans le bon sens ou dans le moins bon sens. Alors il y a deux questions à mon avis, c'est qu'évidemment, pour le renseignement et pour les armées, il y a une éthique. Globalement, toutes nos actions, qu'elles soient, je dirais, de combat, de renseignement ou d'emploi de l'IA, elles répondent à deux critères. Le premier, ce sont des actions qui sont légales, bien évidemment. Et le deuxième critère, c'est qu'elles sont assumables. En général, la frontière peut être la même, mais il peut y avoir un petit décalage. Autour de tout ça, il y a ce qu'on appelle un peu les zones grises, donc on connaît un petit peu, dans lesquelles le droit est moins présent dans certains endroits de la planète, certains pays, et on peut jouer un petit peu sur des limites. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu la ruse, et c'est toléré. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, et pour l'IA également, pour l'adversaire, en fait, ces limites, certains ne les ont pas du tout. Donc en fait, on peut jouer des coups en dessous de la ligne de flottaison de la légalité, mais dont on doit y répondre au-dessus de la ligne. Donc c'est une stratégie plus difficile, mais à laquelle forcément on s'astreint. Anthony Larue. Ça peut être à trois niveaux. Au final, si on est concepteur d'IA, effectivement, c'est d'avoir une approche quand même sur le choix, enfin comment on construit l'intelligence artificielle. Effectivement, on le prend en compte à ce moment-là. Après, il y a aussi, nous, dans le cas où on est plutôt intégrateur, c'est aussi au final le caractère éthique de ce qu'on va intégrer en fait dans notre système. Voilà. Donc là, il y a aussi en fait effectivement toujours une question par rapport à ce qu'on peut intégrer qui vient de l'extérieur. Voilà, comment essayer de regarder ces aspects-là. Voilà. Après, effectivement, là, on est aujourd'hui plutôt sur des systèmes d'aide à la décision quand on est quand même dans du renseignement. Donc, effectivement, c'est pas les choses les plus critiques en termes d'éthique par rapport effectivement à des intelligences artificielles qui sont dans des systèmes critiques comme les missiles. Voilà. Donc, on est effectivement, on va dire, on est dans un périmètre, on va dire, un peu moins quand même contraint, comme on est effectivement dans de l'assistance à l'interprétation. Je trouve qu'une des questions qui va se poser là-dedans est vraiment celle de l'auditabilité des solutions et l'auditabilité des algorithmes. Est-ce que, par exemple, quand on a un intégrateur ou qu'on a une solution qui est créée, est-ce que, par exemple, la DRM ou des acteurs qui sont parfois un peu plus extérieurs à la conception, à la création même de l'algorithme, sont capables de les auditer pour s'assurer que la finalité de l'outil vérifie totalement le cahier des charges. Et notamment, est-ce que ça vérifie le cahier des charges d'un point de vue éthique? Et ça, aujourd'hui, c'est encore des problèmes, d'un point de vue en tout cas technique, qu'on a totalement.
Ce qui est important, en particulier dans le renseignement, c'est aussi éviter les biais, puisque c'est de l'aide à la décision, comme vous l'avez dit, à fin d'action. Et donc, si c'est en effet des fois moins critique que vraiment de l'IA dans un missile, il y a quand même une question de ne pas biaiser l'opérateur. C'est-à-dire qu'il aurait décidé la même chose avec les mêmes informations, que l'information vienne de l'IA ou qu'elle ne vienne pas de l'IA. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y avait je sais pas si il y avait des histoires de police prédictive aux US qui ont créé des biais très importants. Et donc nous, on fait très attention avec ces algorithmes prédictifs. On a une charte interne où on se refuse à aller sur certains sujets parce que justement, on a peur que certains sujets trop prédictifs où on passe de l'aide à la décision à vraiment la recommandation ou la prédécision, on a peur que ces choses-là soient trop... créent des biais, quoi. Général Casala, puis on ira dans la salle. Très intéressant parce qu'en fait, oui, je pense que le biais cognitif, c'est quelque chose qui existe déjà chez l'homme. En fait, l'analyste, il a déjà son propre biais. Alors peut-être que l'IA, on fait attention qu'elle n'en ait pas trop, peut aussi nous aider à nous apercevoir de tout ça. Et puis pour finir, effectivement, la décision à la fin stratégique, elle est prise par l'homme, très clairement. Avez-vous des questions? Je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle. Des questions à nos 4 intervenants. Voilà, monsieur, on va venir dans le bloc du milieu, s'il vous plaît, au 4e rang. Et puis on viendra avec vous après tout à l'heure sur la gauche. Bonjour, merci pour vos contributions très intéressantes. On l'a évoqué, j'ai une question de béotien en réalité. L'IA a besoin de beaucoup de données pour apprendre. Il faut lui montrer plusieurs fois ce que c'est qu'une moto pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'une moto. Alors par définition, dans le renseignement, ce que vous cherchez, c'est des choses rares. Heureusement qu'il y a plus d'honnêtes citoyens que d'espions ou de cétacés que de sous-marins russes dans la mer. Donc, comment est-ce qu'on dépasse cette apparente contradiction? Victor Chomel. Alors pour le coup sur ces questions-là, justement en IA, vous preniez l'exemple du chat. Pour savoir ce que c'est un chat, on montre tout un tas de photos de chats. Ça, c'est des approches qu'on appelle supervisées. Il y a tout un autre domaine de l'IA qui sont les approches non supervisées. Par exemple, si on pense à la détection d'anomalies, on peut détecter un certain type d'anomalie en sachant ce qu'on cherche. Mais il y a tout un tas d'autres méthodes non supervisées qui vont détecter les anomalies sans savoir même que c'est des anomalies. Comment est-ce qu'elles font ça? Elles vont chercher à définir une norme et ensuite à s'intéresser à ce qui sort de la norme. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Quand on est dans un domaine comme la désinformation, mais c'est une problématique qui est générale. On sait qu'on a face à nous des acteurs qui évoluent extrêmement rapidement et qu'ils passent leur temps à changer de stratégie. Si mes algorithmes ont été entraînés sur un certain type de données ou un certain type de pattern, 6 mois après, ils seront évidemment obsolètes. Donc en fait, cette question-là de l'entraînement sur les données, elle est clé. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est problématique quand on notamment fait ce pas de côté de l'apprentissage non supervisé, qui est par exemple exactement une des approches qu'on a chez Storyzy. Chez nous, ça fait partie du savoir-faire cœur. C'est vraiment arriver à faire tourner des choses des fois très classifiées en ayant appris sur des données qui peuvent être pas classifiées, qui peuvent être moins classifiées, qui peuvent être synthétiques, etc. Donc c'est tout ça qui est très compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a un centre à Rennes où on peut traiter ces données et entraîner des algos dessus. Mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Sinon, ce serait facile. Peut-être pour compléter, après, effectivement, on a beaucoup recours aussi quand même à de la simulation. Et puis après, c'est dans la conception des algorithmes au final où il faut essayer de, on va dire, trouver un compromis entre la perfo au final et puis la besoin de simulation trop fine. Parce que par exemple, pour d'électromagnétique, si on doit simuler de façon extrêmement fine, ça va quand même être extrêmement compliqué. Donc au final, on passe par des représentations un peu intermédiaires. Voilà, donc on va dire, c'est tout un tas, on va dire, un peu de bonnes pratiques, j'ai envie de dire, et de méthodes, on va dire, un peu artisanales pour reprendre le terme, voilà, mais de l'artisanat d'art. Voilà. On va aller sur le côté gauche, tout au fond de la salle. Monsieur, vous aviez une question dans les premiers rangs. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudra poser une question ensuite? Comme ça, on vous donne un micro tout de suite pour pouvoir enchaîner. N'hésitez pas à lever la main. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci pour vos propos très intéressants. J'avais une question et pour l'illustrer, je voulais prendre l'accord Safari fait conjointement avec donc Singapour, qui est une de ces smart cities qui peut utiliser notamment l'intelligence artificielle dans le domaine civil. Et je voulais savoir alors,
comment la France peut-elle garder donc, une ligne directrice éthique et en même temps assouvir sa souveraineté face aux acteurs internationaux? Et autrement dit, comment innover sans marcher sur nos droits civils face à des acteurs, et vous l'avez notamment évoqué, qui innovent sans cesse mais qui ont une vision des droits qui est différente de la nôtre? Et donc comment la France peut-elle rester inerte face à ces potentielles dérives? Merci de votre question. Général Casala et Anthony Larue. Alors, pour la partie renseignement, globalement, il y a une loi renseignement de 2015 qui fixe extrêmement précisément nos possibilités. Et je dirais que la liberté du citoyen et la liberté des autres, elle est garantie par une somme assez astronomique de contrôle. C'est-à-dire que des chronométreurs, comme on les appelle dans notre langage, j'en ai toutes les semaines. CNCTR, d'élections parlementaires au renseignement. J'ai un tas de contrôles qui m'assurent que j'agis dans le cadre légal. Et je dois prouver régulièrement, toutes mes actions sont tracées, il y a une traçabilité. Et c'est, je dirais, une charge de travail et aussi, il y a un bureau qui est entièrement consacré à ça aujourd'hui. Donc je réponds à une partie de votre question pour la partie renseignement en tout cas. Anthony Larue. Après, pour compléter, aujourd'hui, c'est plus une question au final de réglementation. Après, effectivement, je pense que la France et l'Europe sont quand même, effectivement, on va dire, plutôt très protectrices sur les droits effectivement, des citoyens, les RGPD, l'AI-Act, etc. Donc, effectivement, c'est important d'avoir des règles du jeu global, en fait, claires. Et donc, ça, pour moi, en tout cas, typiquement, ce qui est en train d'être discuté côté AI-Act, ça va quand même dans le bon sens, pour vraiment fixer les règles. Et je pense que l'Europe, elle a quand même fait un grand pas quand même en essayant d'imposer sa vision par rapport aux États-Unis. Donc, en tout cas, mais là, c'est plus une réflexion personnelle. Faut espérer que ça continue à aller dans ce sens-là et qu'on tienne bon pour ne pas, au final, se retrouver dans des législations. Mais voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est plus personnel que lié au domaine du renseignement. Merci Anthony Larue. Renaud ? Juste, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on entend beaucoup ce sujet de la régulation qui empêche l'innovation. Moi, je crois au contraire que la régulation peut être moteur d'innovation. C'est-à-dire que le fait de se dire, non, nous, on veut des choses qui marchent, mais on ne se permet pas de faire ce genre de choses, ça oblige technologiquement à aller creuser plus loin. Tout le monde parle de la reconnaissance faciale. Il y a des sujets de reconnaissance faciale biométrique qui sont interdits en Europe, etc. Ce qui force les startups qui veulent faire de la surveillance par exemple de foule ou de bagages abandonnés, etc., à innover sur des technologies qui n'utilisent pas de facial biométrique et qui sont respectueuses en fait, de la vie privée, tout en assurant la sécurité. Et je pense que pour ça, moi je crois énormément au cadre européen, qui peut justement montrer un petit peu la voie en se disant, en fait, on peut faire des choses de technologie, on peut faire du pointu, mais en respectant la vie privée, en respectant les lois, en respectant le citoyen. Et le déréguler pour innover, perso, j'y crois pas trop. Je crois plutôt que justement, cette régulation, certaines contraintes, parce que quand on est tech, en fait, c'est la contrainte qui nous oblige à innover. C'est le fait d'avoir pas assez de puissance de calcul, c'est le fait d'avoir pas assez de données, c'est tout ça qui crée l'innovation. Sinon, en effet, c'est du brute force, et là, les Chinois sont toujours meilleurs que nous. Merci Renaud Alux. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, on prend vos questions en compte. Madame, bonjour. 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 J'avais une question sur la manière de traiter la masse de données. L'intelligence artificielle et les résultats qu'elle donne, généralement, est considérée comme beaucoup plus optimale sur de la donnée qui est structurée, qui est mise en qualité. Or, la donnée du renseignement, par définition, est multisource, hétérogène, très dense. Ma question est donc, pensez-vous qu'il faut plutôt favoriser un investissement massif dans de la mise en qualité de la donnée ou plutôt rechercher des solutions qui permettent d'appliquer des traitements intelligents à de la donnée qui est non structurée? Je dirais d'emblée un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, le gros enjeu qu'on a quand on vient du passé avec plusieurs bases de données et de la donnée hétérogène sur des formats totalement différents, il y a une politique à établir effectivement pour voir qu'est-ce que je vais reprendre comme données, la reprise de données. Est-ce que je reprends 6 mois en arrière, 1 an en arrière? Est-ce que je ne reprends rien du tout, mais tout ce que je crée, je le mets au nouveau format et quand j'ai besoin d'aller chercher, je reprends et là, à ce moment-là, je remets en qualité. Voilà, aujourd'hui, on joue un peu sur tous les leviers parce qu'on est aussi pressé par le temps. On est aussi pressé par la contrainte RH. Est-ce qu'on a assez de monde pour faire ça? Et effectivement, on a aussi des outils qui nous permettent d'accélérer ces traitements. Alors je dirais que c'est peut-être là que
il faut quand même pas mal de manpower quelque part derrière, parce que finalement, la stratégie qu'on veut mettre en place, elle ne peut pas s'appuyer que sur des outils. Vos formats sont tellement différents qu'on n'arrive jamais à avoir un outil qui fait tout. Par contre, ça peut nous aider. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les outils d'IA peuvent nous aider vraiment. Quand on prend la donnée sortie du capteur, c'est du 0 et du 1 quelque part, hein, qu'on met un peu en qualité. Derrière, on peut automatiser sur des systèmes qu'on connaît à terme pour avoir le produit, je dirais multi-int, sur le même modèle, la même ontologie, qui permettra à un moteur IA de le traiter. Je pense que justement sur ces questions-là aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler par exemple parfois de data lake, etc., qui nous donnerait l'idée on aura un endroit, un lac, dans lequel on jetterait toutes nos données et il en sortirait quelque chose. En fait, c'est à la fois intéressant comme concept, mais ça c'est vrai que s'il y a un pré-traitement. Et notamment ça va beaucoup plus dépendre des usages. Effectivement, quand on est capable d'avoir une approche qui est totalement centralisée, on est capable de raffiner de la donnée pour faire ensuite un travail d'interopérabilité. Si on va être au plus proche du terrain, au plus proche de l'action, potentiellement, en fait, cette question de l'interopérabilité se pose moins au profit d'autres problématiques, comme la vitesse ou comme d'autres questions qui peuvent se poser. Allez, il nous reste encore 7 minutes à passer dans cette salle ensemble. Des questions encore pour nos intervenants. Monsieur, on va venir juste derrière moi. Bonjour, j'avais juste une question sur la confiance de l'IA. On a assez peu parlé de confiance. De l'IA. L'IA, il y a beaucoup d'attaques possibles sur l'IA. On a soit l'attaque par attaque adverse, la possibilité d'avoir des backdoors, des choses comme ça. La question, c'est où on place l'esprit critique de façon à pouvoir se dire j'ai une IA, je ne fais pas suffisamment confiance en l'IA de façon à pouvoir me dire soit j'ai une attaque et mon renseignement n'est pas bon, soit j'arrive à avoir une détection de potentiellement des faux renseignements qui me sont envoyés qui sont une attaque adverse. Très rapidement, 2 points avant de vous laisser la parole. En fonction de la connaissance du système qu'on a, on jauge déjà avec les résultats à peu près du niveau qu'on atteint. Ensuite, c'est qu'une question de prise de risque. Vous voulez décider avec une grosse prise de risque en faisant confiance à l'IA ou pas. Et donc, plus vous voulez être certain de votre décision, plus elle monte en niveau stratégique, plus la place de l'homme, évidemment, arrive pour croiser tout ça et avoir un dernier jugement avant de la prendre. Je pense que c'est vraiment sur ce sujet-là que ça se joue. Renaud. Là-dessus, nous, je pense qu'on peut donner un retour d'expérience assez intéressant, c'est-à-dire et l'importance du rôle de la DGA, et en particulier de la partie DGA-MI là-dedans, qui est justement avec qui on a beaucoup travaillé pour qualifier un petit peu cette confiance, pour tester, pour regarder comment on fait un rapport de test, comment on évalue la performance, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que cette performance évaluée, est-ce qu'elle est générique, etc. On a aussi justement à la demande de certains clients et dont la DGA, aller voir le CEA List pour lui demander de pen tester nos algos, c'est-à-dire on leur a donné des algos, on leur a demandé qu'est-ce que vous pouvez ressortir avec, qu'est-ce que vous pouvez ressortir comme information sur la donnée, etc. Donc je pense qu'il y a des process à inventer là-dessus, des choses à standardiser, à processer. Et là, quand on est dans la défense, c'est le rôle, vraiment, c'est dans la mission, pour moi, de la DGA. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on fait des recettes ou on fait des qualifs pour les avions ou pour les bateaux, il faut faire la même chose pour les IA, c'est-à-dire avoir un moment, je livre mon IA et il y a la DGA qui déroule un process et qui dit maintenant elle est qualifiée pour telle chose, telle utilisation, etc. Et je pense que nous, on a défriché pas mal ça avec eux et je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire qui pourraient avancer sur le sujet de la qualification. Anthony Larue. Ouais, pour compléter, effectivement, on a des démarches assez similaires qu'on appelle de friendly hacking. Au final, une équipe différente de ceux qu'on fait l'IA essaye de l'attaquer pour voir, en fait, donc un peu comme ce qui peut se faire dans des CST au niveau du hardware, etc. Donc ça, voilà, c'est une stratégie. Et puis, en fait, ça nous permet aussi de vraiment identifier, en fait, quels sont les risques, en fait, etc. Parce qu'effectivement, sur le leurrage, etc., on voit beaucoup de choses, beaucoup de cas particuliers. Mais à chaque fois, il faut essayer de regarder quand même tous ces cas-là qui sortent même dans la presse grand public, avec discernement, quel était le niveau d'information qu'ils avaient sur le modèle, etc. Tout ça. Si je change un tout petit peu le modèle, est-ce qu'au final, le leurrage qu'ils avaient fait, il est toujours valable, etc. Donc, c'est un peu tous ces genres de choses qu'on essaye de regarder. Juste en un mot pour conclure. Je
Je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on qualifie? Est-ce qu'on qualifie une méthode d'apprentissage? Est-ce qu'on qualifie un modèle? Ou est-ce qu'on va qualifier un résultat? Et je pense que justement, c'est la problématique que vous avez eue. Aujourd'hui, si on qualifie une méthode d'apprentissage, on s'assure que demain, si le modèle est réentraîné, il sera capable d'être certifié lui aussi. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui est un travail à faire effectivement avec la DGA ou différents acteurs. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous et toutes de vos questions. On va refermer cette séance avec des applaudissements pour remercier tous nos intervenants d'avoir partagé leur savoir cet après-midi dans ce forum Innovation Défense. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de vos questions. Vous savez que ça continue évidemment au niveau des conférences comme du salon aujourd'hui et demain. Bel après-midi.